What we are seeing are extraordinary changes in the landscape, in the coastal environment. Changes that are really unprecedented. So the sea ice conditions are much worse than we had originally anticipated. The amount of ice that we have in the Northern Hemisphere is shrinking even in winter. There's, infrastructure issues, there's the changing habitat, changing ecosystems. And of course with climate warming, but also with, in some cases with industrialization, you can expect those ecosystems to change. Actuellement, avec le réchauffement du climat, on observe une augmentation de la température dans les sols, gelés, dans le pergélisol, partout en Arctique. C'est accompagné par des glissements de terrain, de la détérioration de beaucoup d'infrastructures comme des routes et des pistes d'atterrissage. Un permafrost qui se réchauffe, ça veut dire qu'il y a des conséquences énormes sur l'infrastructure dans le nord ou dans l'Arctique ou même dans les Alpes. Et donc ça a des conséquences économiques et qu'il faut prévoir cela. How we can adapt the communities, the populations living there, but also how we can adapt industrial activities in the Arctic in face of the change and the transformation of the environment. With the environment changing so quickly around us, it's just trying to adapt and live within those means. Well, I guess I hope for the future that we find solutions collectively and we're able to build on the strengths and knowledge that we have. To find a way to best adapt to the big changes that have already taken place, that we see before our eyes, and that are likely to accelerate in the future. Messieurs les députés, chers convives, mesdames et messieurs, donc je vais vous parler ce matin rapidement du réchauffement de la planète. Comme vous l'avez vu dans le petit vidéo d'introduction qui a été tournée à la réunion, la conférence internationale Arctic Change à Montréal, à Ottawa l'automne dernier. La planète est en train de se réchauffer, hein? On a des témoignages évidents de ça. Et surtout, les régions arctiques, les régions nordiques sont particulièrement touchées. Le réchauffement est beaucoup plus rapide dans ces régions-là. Ailleurs, en fait, pour l'ensemble de la planète, le réchauffement de la basse atmosphère est d'environ un peu moins d'1 degré. Dans l'Arctique, on atteint déjà des réchauffements de 2 ou 3 degrés. Donc, ça se produit beaucoup plus rapidement que sur le reste de la planète. Les conséquences de ce réchauffement-là arctique sont absolument colossales. C'est-à-dire qu'on a des changements, en fait, des modifications, des enjeux absolument stratégiques qui sont soulevés par cette transformation-là, que ce soit l'ouverture de nouvelles voies maritimes, que ce soit la transformation des écosystèmes, des environnements, la menace sur les populations existantes, le caribou, l'omble arctique, etc. Également des enjeux stratégiques, des enjeux géopolitiques importants. Hein, comment on va se diviser le territoire arctique sont toutes des questions qui sont soulevées maintenant par l'ouverture de l'Arctique, par le réchauffement planétaire. Il y a aussi des questions importantes d'accès à de nouvelles ressources, que ce soit des ressources minérales ou des ressources pétrolières dans l'Arctique. Donc, un peu, à ce moment-ci, pas une ruée, mais presque une ruée, en fait, vers les territoires arctiques. Et on a développé au Québec une expertise importante en ce qui concerne ces régions-là et les phénomènes qui se produisent dans le monde arctique. Et c'est ce dont je vais vous parler ce matin, c'est-à-dire en particulier du réseau de centres d'excellence ArcticNet pour l'étude des impacts des changements climatiques et de la modernisation de l'Arctique. Et ce réseau-là, qui est dirigé par des universitaires québécois, ici à l'Université Laval et dans d'autres universités du Québec, c'est vraiment un réseau pan-canadien qui regroupe des chercheurs d'une trentaine d'universités au Canada. Donc, on a vraiment une expertise qui a été développée importante. Et c'est un réseau qui est un réseau de centres d'excellence. C'est le plus grand, en fait, en termes financiers, en termes de subventions, c'est le plus gros réseau de centres d'excellence qui a jamais été financé. Et 114 millions de dollars sur 14 ans, donc c'est considérable. Et on multiplie par 2 ou par 3 ces montants-là par effet de levier. Donc, on se ramasse avec des quantités importantes d'argent pour étudier tous ces aspects stratégiques-là de la recherche. Donc, on mène, bon an, mal an, une quarantaine de projets de recherche
non seulement dans les secteurs de l'environnement, c'est-à-dire les écosystèmes marins et les écosystèmes terrestres, mais également sur les conditions socio-économiques des populations du Nord, surtout des Inuits dans ce cas-là, et également leur santé, c'est-à-dire la santé humaine, les aspects les problèmes de santé humaine dans le Nord. Comment tout ça s'est affecté, s'est modifié, s'est modulé par le réchauffement climatique dans la région. 145 chercheurs principaux, 32 universités canadiennes, au-delà de 1000 étudiants au cycle supérieur, là, de postdoctorants, d'associés de recherche, de techniciens, etc. 29 chaires de recherche du Canada sont impliquées dans ArcticNet et en plus 2 chaires d'excellence en recherche du Canada, donc 2 sur les 19 chaires qui ont été attribuées dans la première ronde du concours. On a des collaborations réelles, c'est-à-dire des collaborations solides avec 14 pays à l'étranger, donc évidemment les États-Unis, mais aussi le Japon, l'ensemble des pays scandinaves, la France, l'Espagne, etc. Donc des collaborations vraiment intenses avec ces pays-là. Et ce qui est important, c'est que dès le départ, on a essayé d'intégrer l'expertise inuite, l'expertise des gens du Nord dans tous les échelons de l'organisation. Et on a développé également des collaborations majeures avec l'industrie, que ce soit l'industrie du pétrole dans l'océan Arctique, dans la mer de Beaufort, ou que ce soit avec avec Hydro-Manitoba ou avec Hydro-Québec, etc. Le réseau opère des infrastructures de recherche importantes, comme le réseau de stations du Centre d'études nordiques, l'accès à l'étude du plateau continentaire polaire, là, qui est une base logistique dans le cœur de l'océan Arctique, les instituts de recherche du Nord, et surtout peut-être le brise-glace de recherche Amundsen, qui est basé ici à Québec, qui est géré conjointement par l'Université Laval et la Garde côtière. Donc, évidemment, le brise-glace de recherche, je vais vous en parler un peu plus longuement parce que c'est mon bébé, c'est mon projet favori. Là, donc, une façon de vous amener dans l'Arctique, c'est peut-être de vous amener à bord de l'Amundsen, comme ça, pendant 1 minute, avec un petit vidéo, encore une fois. Donc, ArcticNet et l'Amundsen, 2 entités qui sont vraiment, si on veut, dirigées, mises en place, opérées essentiellement par des chercheurs des universités québécoises. 2 entités qui produisent énormément de connaissances sur l'Arctique, sur les processus qui s'y déroulent, sur les changements climatiques, etc. De la recherche intersectorielle aussi, qui s'adresse non seulement à l'environnement, mais également à la santé et l'économie des régions nordiques. Énormément de recherche, et toute cette recherche-là serait totalement inutile si on ne trouvait pas un moyen, si on n'avait pas trouvé un moyen de la mettre au service des questions, des enjeux de société. Donc, on a vraiment essayé avec ArcticNet de descendre les chercheurs de leur tour d'ivoire et de les forcer à s'occuper des questions de société, à vraiment s'impliquer dans les débats et dans la façon d'informer les politiques et les décisions dans le Nord. Pour ce faire, on a divisé l'Arctique canadien en 4 grandes régions qui correspondent grosso modo aux régions administratives inuites, mais pas tout à fait. Donc, 4 régions, l'Inuvialuit, le Nunatsiavut, le Nunavik et le Nunavut. Donc, on a regroupé ensemble le Nunavik et le Nunatsiavut, c'est-à-dire le nord du Québec et le Labrador, en une seule région pour développer ce qu'on appelle un IRIS, c'est-à-dire en anglais un Integrated Regional Impact Study, une étude régionale intégrée des impacts. Et pour chacune de ces régions-là, ce qu'on fait, c'est que dès le départ, on implique les gens qui habitent là, les preneurs de décision dans ces régions-là, les gens dans les ministères qui ont un mandat dans ces régions-là également, ministères provinciaux ou ministères fédéraux. On leur demande
quels sont vos enjeux? Quelles sont les questions qui vous tarabustent? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voudriez savoir exactement? Qu'est-ce qui vous inquiète dans le futur? Une fois qu'on a identifié ces questions-là, on les place dans un scénario de changement climatique ou dans un scénario d'évolution économique et on essaie de prévoir ce qui va se passer dans 25, 50 ou 100 ans et surtout de voir comment on pourrait s'adapter à ces changements-là de façon à minimiser les conséquences négatives et maximiser les retombées positives de tout ça. Et toute cette connaissance-là, cette recherche-là est résumée dans ce qu'on appelle une évaluation, donc un IRIS, qui vient en deux parties. Celle-ci, c'est pour la région du nord du Québec et du Labrador qu'on a mis ensemble. Et c'est publié en 4 langues, en fait, en anglais, en français et en 2 dialectes inuktitut, qui est le langage des Inuits. Ça consiste en un distillat, si vous voulez, une première partie d'une 60aine de pages qui donne vraiment les recommandations, qui font un survol rapide. Et tout ça est écrit en termes qu'on peut comprendre. C'est-à-dire, on élimine complètement le jargon scientifique de façon à ce que ça puisse vraiment servir aux gens pour orienter les politiques, orienter les décisions, que ce soit dans les ministères, dans les communautés, etc. Et pour ceux qui sont intéressés, on a également l'ensemble de la science derrière ces recommandations-là, qui, encore une fois, est exprimée en termes absolument compréhensible par monsieur tout le monde. On fait souvent des farces, on dit même les médias sont capables de comprendre ce qu'on a écrit là-dedans. Donc, ça couvre tous les aspects et des aspects très précis, très terre-à-terre. Par exemple, ce qui inquiète les femmes du Nunavik, c'est souvent ce qui va arriver aux petits fruits, c'est-à-dire aux bleuets et d'autres baies qui poussent dans la toundra avec le changement climatique. Et donc, on a fait la recherche là-dessus et on leur dit qu'est-ce qui va se passer, à quoi ils peuvent s'attendre et comment ça va perturber ou non leur économie. Donc, tout ça, c'est évidemment une approche qui est différente et qu'on va essayer de maintenir dans le développement de l'Institut nordique du Québec, ici au Québec, en fait, pour réunir toutes ces forces-là, parce que ArcticNet va disparaître en 2018, et à ce moment-là, on essaie de garder, en fait, ce momentum et cette façon de faire les choses pour le futur.